12 ans, c'est le temps que j'ai passé avec Camille et je pensais enfin avoir appris le langage subtil de ses yeux, la façon dont ils se plissaient quand elle riait, l'étincelle qui y dansait quand elle était sur le point de me taquiner, la douceur qui y reposait parfois quand elle baissait la garde. Mais ce soir, assis à une table drapée de lin blanc et scintillante de cristal et d'argent, je n'ai rien vu de tout cela. J'ai vu quelque chose de différent, quelque chose qui m'a fait tomber le fond de l'estomac comme un trappe d'eau. Notre dîner d'anniversaire au Leof Fevera, le restaurant le plus exclusif de la ville, avait été son idée. Elle avait choisi la table ronde, assez grande pour 6, une déclaration que la soirée était autant pour sa famille que pour nous. J'aurais dû m'en douter. Camille trouvait toujours un moyen de les intégrer au cercle, comme si j'étais un invité dans mon propre mariage, et ce soir n'était pas différent. Sa mère, Simone, était perchée au bord de la table comme une reine sur son trône. Je courais dans la pièce à la recherche de quelqu'un pour impressionner son père, Bernard, fané à côté d'elle, la bouche pincée, le regard vitreux. Puis il y avait Ranada, la sœur cadette de Camille et mon éternelle épine. Elle s'était amusée à me traiter de « cas de charité », toujours avec ce sourire en coin qui me faisait me sentir comme une imposteuse. À ma table, Camille, bien sûr, était assise comme une déesse en tête, ses cheveux auburn miroitant sous la lumière des bougies, un verre de vin blanc posé entre ses doigts. Elle portait la robe bleue, celle qui épousait ses formes, juste assez pour me rappeler les nuits où je traçais ces lignes avec mes mains. Mais ce soir, l'étincelle dans ses yeux n'était pas pour moi, c'était autre chose, quelque chose de plus sombre. Je me suis excusé, le ventre serré, et je me suis dirigé vers les toilettes. Le miroir au-dessus du lavabo était encadré d'or, le genre qui s'efforçait trop de paraître cher. Je me suis aspergé le visage d'eau froide, essayant de noyer le malaise qui s'était installé dans ma poitrine comme une pierre. Je me suis regardé, 38 ans, quelques rides autour des yeux, une pointe de gris sur les tempes et cette satanée cravate qu'elle avait insisté pour que je porte. Je détestais les cravates. Je détestais la façon dont elle me tenait en laisse. En retournant à la table, j'ai ralenti le pas, me laissant submerger par le bruit du restaurant, les rires, le tintement des verres, le murmure des conversations, normalement enveloppées dans un nœud. Mais ensuite je l'ai vue, Camille, légèrement penchée sur la table, sa main bougeant dans un mouvement pratiqué presque gracieux. Elle avait quelque chose de petit et blanc entre ses doigts, un paquet. Il a disparu dans mon verre comme un tour de magie. Ses yeux se sont levés d'un coup, mais elle ne m'a pas vu. Son sourire est resté en place, lisse et imperturbable, comme si elle l'avait déjà fait, comme si elle avait répété. Mon esprit s'est brisé, mon cœur a martelé ma poitrine si fort. Je me suis demandé si elle pouvait l'entendre. Était-ce réel? L'avais-je vraiment vu laisser tomber quelque chose dans mon verre d'anniversaire? Ma femme, ma compagne, mon meurtrier? Je me suis arrêté derrière un pilier, le souffle court. J'avais envie de courir, j'avais envie de crier, mais au lieu de cela, je l'ai regardée. Elle s'est adossée à sa chaise, le regard doux, en se tournant vers Ranata, qui riait à quelque chose que leur mère avait dit. La main de Camille reposait sur le pied de son verre de vin, nonchalante, posée. Mon estomac s'est retourné. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu es pâle. J'ai pensé à Catherine, notre fille, à l'université, inconsciente de la tempête qui se préparait ici, et j'ai repensé aux 12 années que j'avais données à cette femme, aux anniversaires, aux disputes qui se terminaient par des excuses murmurées et sa tête sur ma poitrine. Était-ce une comédie? Je me suis déplacé lentement, comme si j'étais sous l'eau, et je me suis approché de la table. Mes mains tremblaient tandis que je tendais la main vers mon verre, mais je ne l'ai pas soulevé. Au lieu de cela, j'ai regardé Ranada, son rire, sec et cassant, ses yeux brillants, avec le même venin qu'elle avait toujours eu pour moi. L'affaire de la charité. Elle m'avait appelé un jour lors d'un brunch de famille alors qu'elle pensait que je ne l'écoutais pas, comme si j'étais la seule chanceuse d'être dans cette famille et non l'homme qui avait sauvé Camille d'une série de chagrins d'amour et de la pitié de toutes les amies qui se demandaient pourquoi elle ne pouvait pas garder un homme. Tandis que je la regardais, quelque chose en moi a changé. Une pensée, froide et claire, s'est glissée dans mon esprit. Je pouvais le faire. Je pouvais échanger les verres. Je pouvais laisser le poison que Camille me réservait trouver son chemin vers celui qui avait toujours cru que je n'avais pas ma place. Mes doigts se sont déplacés d'eux-mêmes dans un mouvement fluide. J'ai pris mon verre et l'ai placé là où Ranata avait été. Le vin brillait sous la lumière des bougies, innocent comme un sourire. J'avais l'impression que ma poitrine allait se briser, mais mon visage ne le laissait pas paraître.
Je me suis retourné vers la table, tous mes nerfs hurlants. Les yeux de Camille se sont posés sur moi. Je l'ai vu, une infime lueur de surprise. Puis, tout aussi vite, il a disparu, remplacé par ce même sourire doux. Elle arborait toujours quand le monde regardait. Elle a levé son verre pour trinquer à la famille. Elle a dit d'une voix chaleureuse, à la famille qui m'avait toujours considéré comme une étrangère. À la femme qui venait d'essayer de me tuer, j'ai levé le mien aussi, me sentant comme une marionnette. Les yeux de Bernard se sont attardés sur moi, quelque chose d'indéchiffrable vacillait au fond. Et Simone, elle était trop occupée à se languir de l'attention du serveur pour remarquer le petit changement dans l'univers qui venait de se produire. Le verre était devant Ranata, débordant maintenant de possibilités. La lumière de la bougie se reflétait à sa surface comme un avertissement que je ne pouvais pas entendre. J'ai essayé de calmer ma respiration tandis que la table bourdonnait de conversation. Encore une fois, je me suis demandé si elle le boirait, si elle s'arrêterait assez longtemps pour sentir quelque chose de bizarre, si elle goûterait l'amertume de la trahison, ou si elle le boirait avec la même arrogance qu'elle avait toujours montrée pour moi. J'ai regardé Camille, les yeux brillants de triomphe, ou était-ce autre chose? Ses lèvres se sont courbées dans ce même sourire qui me semblait autrefois familier. J'ai senti un frisson me parcourir en réalisant que ce sourire avait toujours caché des dents. La nuit me pesait, lourde de secrets et de vieilles accusations silencieuses. Le cliquetis des couverts, la musique feutrée, la douce lueur des bougies, rien de tout cela ne semblait réel. J'étais dans un rêve, non, un cauchemar. Et à ce moment-là, avec le verre devant Ranata, avec les yeux de Camille sur moi, j'ai réalisé la vérité. Les yeux de ma femme brillaient, mais pas pour moi. Ranata a levé le verre au milieu d'un toast, son sourire narquois aussi large que l'horizon, sa confiance dégoulinant pratiquement du bord. La lumière de la bougie éclairait le cristal taillé, le fracturant en minuscules prismes qui dansaient sur son visage. Elle porta le verre à ses lèvres, inconsciente du petit échange silencieux que j'avais eu quelques instants plus tôt, j'avais l'impression que mon cœur battait dans la poitrine de quelqu'un d'autre, battant à un rythme qui ne m'appartenait pas. Mes doigts tremblaient sur la nappe, chaque nerf à vif et étincelant. Est-ce que je venais vraiment de faire ça? Avais-je imaginé la main de Camille glisser ce paquet dans mon verre? Ou étais-je en train d'inventer des choses pour me protéger de la dure vérité que j'avais peut-être toujours été aveugle? J'avais la bouche sèche. Je ne pouvais pas bouger. Je regardais juste Ranata boire, ses yeux rivés sur Camille pleins de cette même satisfaction torride qui m'avait toujours donné l'impression d'être celle qui était à l'extérieur. La conversation ronronnait autour de moi comme un disque en boucle, Simone tenant le cordon pour parler du nouveau gala de charité de son comité de charité, Bernard émettant de légers sons d'approbation, Camille jouant la fille parfaite, l'épouse parfaite, et moi juste un autre accessoire dans le théâtre de sa vie. J'ai essayé d'avaler, mais j'avais la gorge serrée. J'avais envie de crier, mais ma voix était enfermée derrière des années d'obéissance apprise. Ranata a reposé le verre avec un soupir satisfait, tu sais. Elle a dit en se penchant en avant, c'est vraiment quelque chose. Que tu aies réussi à rester mariée aussi longtemps, je veux dire 12 ans, est pratiquement un miracle pour quelqu'un comme toi. Ces mots dégoulinaient comme du miel mélangé à de l'arsenic. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais l'air était devenu lourd et ma langue est restée collée à mon palais. J'ai regardé Camille, qui m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Ses lèvres se courbèrent légèrement et je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête, celle qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais trop naïf pour voir la lame derrière son sourire. Puis c'est arrivé, la main de Ranata trembla alors qu'elle attrapait sa fourchette. Un spasme de confusion parcourut son visage. Elle cligna des yeux une fois, 2 fois, ses yeux parcourant la table comme un animal pris au piège. Le sourire de Camille se figea, les yeux se plissant lorsqu'elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Le souffle de Ranata s'accéléra, un bruit humide et rauque qui me fit dresser les cheveux sur la nuque. Elle toussa d'un son rauque et sec qui détourna le regard de Bernard de sa salade à moitié mangée. « Ranatada » dit-il d'une voix tremblante. Elle essaya de répondre, mais ses lèvres travaillèrent sans un bruit. Un film muet de terreur se joua sur son visage. Sa main heurta la table avec un bruit sourd, la fourchette lui échappant des doigts et claquant contre la porcelaine. Le bruit résonna dans ma tête comme un coup de feu. Camille se leva brusquement de son siège, le visage crispé par un masque de panique, si parfait qu'il aurait dû être sur scène. « Ranatada » hurla-t-elle d'une voix aiguë et tranchante, tranchant le bourdonnement poli du restaurant. Telle une lame, elle se jeta sur la table et attrapa le bras de Ranata. Ses mouvements étaient frénétiques, désespérés, mais ses yeux,
mon Dieu, ses yeux, ne se posèrent pas sur moi une seule fois. Je restais assise là, engourdie, comme si j'avais été plongée dans de l'eau glacée. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas penser, je ne pouvais même pas faire semblant, parce que si je n'avais pas changé de lunettes, j'aurais été par terre, les bras de Camille m'auraient entouré, dans une parfaite interprétation d'une épouse en deuil. Un serveur se précipita, les yeux écarquillés d'inquiétude. Un autre client haleta. J'entendis quelqu'un appeler à l'aide, le mot ambulance flottant dans l'air comme un oiseau à l'aile cassée. La main de Simone vola vers sa bouche, les yeux écarquillés et humides. « Qu'est-ce qui se passe » gémit-elle, sa voix se brisant sous la pression de sa propre perfection fabriquée. Bernard se releva en titubant, les mains tremblantes, le visage gris comme la pierre. Il me regarda et pendant un instant ses yeux furent emplis d'une sorte de reconnaissance, comme s'il avait enfin vu le monstre dans la pièce et que ce n'était pas moi. Camille berça la tête de Ranata sur ses genoux, murmurant des assurances frénétiques qui lui faisaient l'effet de poux. Sa main caressa les cheveux de Ranata, les lissant en arrière, mais son visage resta lisse et froid, comme si elle avait répété cette scène 1000 fois devant le miroir. Je me demandais si elle était déçue. Ce n'était pas moi. La musique du restaurant s'était arrêtée. J'étais sur nous, sur elle, sur la tragédie en cours que personne n'avait encore les mots pour nommer. Je sentais le poids de ce silence peser sur ma poitrine, m'écrasant de l'intérieur. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. J'ai regardé le visage de Ranata pâlir, ses lèvres prendre la couleur de vieille rose. Elle haletait, les yeux fous et flous. La voix de Camille monta en hauteur, une hystérie parfaite. Elle s'étouffe. Quelqu'un, aidez-la. Ses larmes coulèrent sur cul, striant son maquillage impeccable comme des peintures de guerre. Un homme en costume sombre se fraya un chemin à travers la foule en sortant un téléphone de sa poche. J'appelle le 911. Il cria sa voix, le seul point d'ancrage dans la folie. Et pourtant Camille ne me regarda pas une seule fois. Elle tenait Ranata comme si elle l'avait pratiqué dans sa tête. Chaque geste était précis. Ses yeux se posèrent sur Simone, sur Bernard, sur les spectateurs, mais pas sur moi. C'était comme si je n'existais pas, comme si j'étais déjà mort et qu'elle m'avait enterré dans son esprit. Je sentis un vide s'épanouir dans ma poitrine, un vent froid qui me secouait les os. Mes mains tremblaient, mon esprit hurlait, mais je restais silencieux, regardant la scène se dérouler, comme si j'étais le fantôme qu'elle avait voulu que je devienne. La respiration de Ranata était saccadée, chaque fois plus faible que la précédente. La voix de Camille devint aiguë, exigeante, impérieuse, « Que quelqu'un fasse quelque chose » cria-t-elle. Ses larmes brillaient à la lueur des bougies, un portrait parfait du chagrin. Je la regardais mémoriser les traits de son visage, la forme de sa mâchoire, le feu froid dans ses yeux, et je savais sans l'ombre d'un doute que si je n'avais pas changé de lunettes, elle me tiendrait dans ses bras. Au lieu de cela, elle pleurerait pour moi. Sa performance était impeccable, ses mensonges scellés par un baiser. Je restais assis là, engourdi, tandis que l'équipe d'ambulance faisait irruption et que les ambulanciers s'agenouillaient à côté de Ranata. L'un d'eux vérifia son pouls, un autre parla rapidement dans une radio, les mots perdus dans la montée d'adrénaline et d'incrédulité. J'essayais de retrouver ma voix, mais elle m'avait abandonné. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. J'avais l'impression d'avoir laissé mon corps flotter au-dessus de la table, observant le ballet tortueux de la trahison et de la panique se dérouler. Les mains de Camille étaient toujours dans les cheveux de Ranata, ses yeux maintenant frénétiques et scrutateurs, rencontrant enfin les miens juste l'espace d'un instant. Et à ce moment-là, je l'ai vue, la plus petite lueur de quelque chose qui n'était pas de la peur. Du soulagement peut-être, ou de la rage ou les deux, et je savais que cela n'était jamais fait pour elle. Les sirènes hurlèrent dehors. Les lumières du restaurant semblaient trop vives, illuminant chaque défaut, chaque secret. Le bourdonnement des conversations était devenu un faible bourdonnement d'horreur et de suspicion. Je l'ai regardé soulever Ranatada sur le brancard, les yeux fermés, le souffle court. Camille suivit, ses cris résonnant dans les creux de ma poitrine, et je restais assise là, sentant le poids de chaque choix que j'avais fait, le goût amer de la survie se caillant sur ma langue parce que c'était moi qui avais échangé les verres. J'étais celle qui avait choisi de vivre, et tandis qu'ils emmenaient Rinaldo, je me demandais, qu'est-ce que ça faisait de moi maintenant? Le restaurant était un véritable tourbillon de mouvements, chaque table un tourbillon de panique et de confusion. Tandis que les ambulanciers transportaient la silhouette pâle et sans vie de Ranata à travers la salle, le sol ciré brillait sous les lumières crues du plafond, illuminant chaque visage strié de larmes,
chaque main tremblante. Mon siège me semblait une île au milieu du chaos, mon corps, trop lourd pour se lever, trop abasourdi pour bouger. La voix de Camille trancha tout, aiguë et maîtrisée. S'il vous plaît, aidez-la. C'est ma sœur. Ses larmes étaient une performance parfaite, des traînées humides sur une peau impeccable, des yeux, des mains grandes ouvertes, tremblantes. Elle s'effondra au sol devant Bernard, son père, qui se tenait immobile et gris comme une statue. Revenu à la vie. Le serveur qui avait appelé les secours planait à proximité, ses mains s'accrochant à une serviette en tissu. Comme s'il s'agissait de Camille et moi. J'ai essayé de croiser son regard pour y trouver quelque chose d'humain, mais je n'ai vu que de la confusion. Une centaine de conversations crépitaient autour de nous. Des mots comme allergie, poison et actes criminels montaient comme des braises, mais personne n'a dit meurtre, pas encore. Camille ne m'a même pas jeté un coup d'œil tandis que les ambulanciers hissaient le brancard de Ranata à travers la porte étroite et dehors dans la nuit. La porte vitrée s'est refermée derrière eux avec un sifflement, laissant un silence si épais qu'il ressemblait à de la fumée dans mes poumons. Les yeux de Bernard ont rencontré les miens et dans ce seul regard tremblant, j'ai senti un monde de secrets. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. Il a regardé Camille alors et quelque chose de non dit est passé entre eux, un message que je ne pouvais déchiffrer, mais qui me donnait la chair de poule. Camille s'est enfin tournée vers moi, ses yeux froids et calculateurs, sous l'éclat des larmes. « Je vais voyager avec elle », a-t-elle dit, la voix tremblante, juste assez pour paraître convaincante. « Tu devrais rester avec mon père. Il a besoin de toi. » Je ne pouvais ni parler ni bouger. La nappe était rugueuse sous mes doigts, les couverts comme des plombs. Je la regardais partir, sa robe bleue flottant derrière elle comme un adieu. Les gyrophares rouges de l'ambulance peignaient les murs à un rythme esséurant, puis ils disparurent. Le personnel du restaurant commença à rassembler les restes de notre repas, raclant les assiettes, ramassant les verres de vin à moitié vides, leurs yeux se fixant sur moi comme si j'allais bondir et crier. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais assis là, un fantôme parmi les vivants. Bernard s'affaissa sur la chaise à côté de moi, le visage tiré et pâle. Ses mains tremblaient tandis qu'il attrapait son verre d'eau. Mais il ne but pas, il le tenait juste comme si cela pouvait le sauver de la noyade. « Je suis désolé », ai-je râlé, ma voix se brisant comme une brindille cassante. Il m'interrompit d'un hochement de tête lasse. « Tu sais maintenant, n'est-ce pas » murmura-t-il d'une voix rauque. Je clignai des yeux, la confusion me serrant la poitrine. « Tu sais ce que son regard a trouvé » ? Le mien, alors. Une honnêteté crue qui m'a effrayé plus que le sourire de Camille ne l'avait jamais fait. « Tu sais ce qu'elle est » Il dit, « ce qu'ils sont. » Sa voix tremblait, et ce qu'ils ont prévu. Un frisson me parcourut les os. Le bourdonnement du restaurant s'estompa, le cliquetis des couverts et le murmure des voix se retirant dans un tunnel de silence. « Que voulez-vous dire » demandai-je d'une voix ténue. Il se pencha plus près, le souffle rauque et aigre. J'aurais dû les arrêter alors que ce n'étaient que des paroles. Il murmura, « J'aurais dû te protéger, mais je ne l'ai pas fait. » Je ne croyais pas qu'ils iraient jusqu'au bout. Un vent froid semblait me traverser. « Aller jusqu'au bout de quoi » demandai-je d'une voix tremblante. Il ne répondit pas. Il me fixa simplement d'un regard hanté, comme s'il en avait trop vu et trop peu dit depuis bien trop longtemps. Une serveuse s'approcha, son tablier taché de café renversé. « Monsieur » dit-elle d'une voix prudente. « Il va falloir fermer le restaurant pour ce soir. Voulez-vous que j'appelle un taxi » Bernard ne la regarda même pas. Il me fixait du regard, les mains tremblantes. « Ne rentre pas » murmura-t-il. « Pas ce soir, elle attendra. » Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire. Il s'expliqua, mais ma bouche était sèche. Les mots me restèrent en travers de la gorge comme des aiguilles. J'acquiesçai lentement, plus pour moi-même que pour lui, et me levai de table. Le chemin vers la sortie me parut une éternité. Chaque pas était une trahison. Je croyais que chaque pas me rappelait que je m'éloignais de la vie que j'avais construite avec Camille, des illusions auxquelles je m'étais accroché pendant 12 ans. Dehors, l'air nocturne me giflait le visage, froid et amer. L'enseigne au néon du restaurant clignotait au-dessus de moi, projetant une faible lumière sur le trottoir. Je me suis retourné pour regarder à travers la vitre, vers la table où j'étais assise avec les gens qui avaient prétendu être ma famille. La lumière des bougies à l'intérieur semblait chaleureuse et invitante, mais je savais maintenant que cette chaleur avait des dents.
J'ai senti la main de Bernard sur mon épaule, une poigne faible qui s'est à peine enregistrée. Je m'en occupe ici, a-t-il dit d'une voix murmurée. Vas-y maintenant, j'ai hoché la tête, mes jambes tremblantes. Où dois-je aller? Il a secoué la tête. N'importe où sauf chez elle. Elle est dangereuse. Tu n'as pas idée. J'avais envie de crier pour exiger qu'ils me disent tout. Mais ses yeux étaient humides de quelque chose que je ne pouvais nommer, du regret peut-être, ou de la culpabilité, et j'ai compris à cet instant qu'il était aussi piégé que moi, pris dans la toile de Camille. Trop faible pour se battre, mais trop décent pour rester silencieux. Vas-y, a-t-il répété, avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis retourné et j'ai descendu le trottoir, chaque pas plus lourd que le précédent. La nuit était calme, les lampadaires projetaient de longues ombres ondulantes. Je ne savais pas où j'allais. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Pas encore. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone, l'écran brillant. Dans l'obscurité, j'ai pensé à Catherine, ma fille, à l'université, heureusement inconsciente du poison qui tourbillonnait dans l'air. J'ai pensé à son sourire, à la façon dont elle s'asseyait sur mes genoux et me tressait les cheveux juste pour me faire rire. J'ai pensé au sourire de Camille. Comme j'avais cru autrefois qu'il était destiné à moi. Personne n'appelle ça un meurtre avant que quelqu'un ne meure. Mais ce soir, j'en avais vu assez pour savoir que la mort n'était qu'une partie de l'histoire. Parfois, le meurtre s'écrivait dans les moments de calme, dans l'éclat du regard d'une épouse, dans le silence d'un père qui en avait trop vu. Alors que j'avançais dans l'obscurité, ma poitrine se serrant sous le poids de la vérité, je commençais à peine à comprendre. Je savais que le plan de Camille avait échoué ce soir, mais je savais aussi que ce ne serait pas le dernier. Et quelque part en moi une petite voix murmurait la vérité la plus terrifiante de toutes, elle avait toujours été comme ça et je ne l'avais jamais vue venir. Je conduisais toute la nuit, les lumières vives de la ville cédant la place au bourdonnement endormi des banlieues. La route se brouillait sous le poids de mes pensées. Chaque borne kilométrique me rappelait que je retournais vers une maison qui ne me semblait plus être la mienne. Je serrais le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, mon esprit repassant l'image de la main délicate de Camille glissant ce paquet dans mon verre. 12 ans de dîners partagés, de rires, de promesses murmurées dans le noir, et maintenant tout ce que je pouvais voir étaient les fissures, les fractures capillaires qui avaient toujours été là, attendant la bonne pression pour tout briser. La maison se dressait devant ses colonnes blanches, baignée dans la pâle lueur des lumières de sécurité. Je me suis garé dans l'allée, le moteur au ralenti tandis que je fixais la porte d'entrée. Elle avait la même apparence que d'habitude, une poignée en laiton poli, du bois peint en blanc, une jolie couronne de fleurs en soie que Camille insistait pour remplacer à chaque saison, mais maintenant, j'avais l'impression d'être à l'entrée d'un tombeau. J'ai coupé le moteur et me suis assise dans le silence, mon souffle embuant le pare-brise, mon pouls battant dans mes oreilles tandis que j'essayais de rassembler le courage d'entrer. J'avais survécu au dîner, mais la survie n'était pas la même chose que la sécurité. Chaque souvenir de cette maison me semblait maintenant souillé, chaque photo sur le mur, chaque oreiller sur le canapé. Poussant la porte, je suis entré. Le parfum des bougies à la vanille m'a frappé comme une vague, le préféré de Camille. Elles étaient partout, sur la console, sur l'îlot de cuisine, sur le manteau au-dessus de la cheminée, chacune un morceau soigneusement choisi de son monde. Je me suis déplacé dans le couloir, le parquet poli, froid sous mes pieds. Mes chaussures semblaient trop bruyantes dans le silence. Je m'attendais presque à voir Camille apparaître au coin de la rue, le sourire éclatant, moi étincelant, comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas essayé de me tuer. Mon téléphone vibra dans ma poche, l'écran s'illuminant d'un nom que je connaissais trop bien, Camille. Les lettres brillaient dans l'obscurité comme une menace. J'hésitais, le pouce planant sur l'écran. Puis je répondis, forçant ma voix à se calmer. Bonjour, sa voix était douce, presque d'excuse. Elle est stable, dit-elle. Il pense que c'était une intoxication alimentaire. Ranatada se repose maintenant, une intoxication alimentaire. Le mensonge était si lisse, si facile. Il me tordit l'estomac. J'avalai difficilement, la bouche sèche. Bien, dis-je, c'est bon. Un silence s'étendit entre nous comme un gouffre. Je pouvais entendre sa respiration lente et contrôlée. Puis elle reprit la parole, son ton décontracté, presque taquin. Tu n'as pas touché à son verre, n'est-ce pas? Sa question me transperça, froide et précise. Mon esprit s'emballa. M'avait-elle vu échanger les verres?
Savait-elle que je m'étais sauvé aux dépens de sa sœur? Je me suis forcé à prendre un ton naturel. Non, j'ai dit que je ne me sentais pas bien, pensant que je devrais sauter le pas. Le silence est resté si long que je me suis demandé si elle pouvait entendre les battements de mon cœur. Puis elle a expiré un son qui semblait trop répété. Je suis contente qu'elle ait dit que je détesterais que tu tombes malade le jour de notre anniversaire. C'était là, oh son soulagement. Non pas parce qu'elle tenait à moi, mais parce que son plan avait échoué. Le venin qu'elle avait versé dans mon verre avait trouvé la mauvaise gorge et il ne lui restait plus qu'un désordre à nettoyer. Je suis désolé pour Ranatada, ai-je dit d'une voix creuse. Mais elle ira bien, a dit Camille avec dédain. Là elle a toujours été dramatique. Sa cruauté désinvolte m'a tordu le ventre. J'ai voulu lui crier dessus pour exiger qu'elle avoue, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Si elle savait que j'avais compris, que ferait-elle ensuite? Repose-toi, a-t-elle poursuivi. Sa voix est sirupeuse. Caresse, on peut parler demain. J'ai raccroché et laissé le téléphone glisser de ma main. Il a atterri par terre avec un bruit sourd. Je suis resté là, dans le couloir, à fixer l'endroit où se trouvaient les chaussures de ma fille, l'endroit où Camille et moi avions partagé 1000 moments, certains bons, d'autres mauvais. Maintenant, chaque souvenir me semblait un mensonge. J'ai erré dans le salon, le clair de lune se reflétant sur le rocher, les photos au mur me fixaient. Le jour de notre mariage, notre première maison, le 5e anniversaire de Catherine. Chaque image était un instantané d'une vie que je pensais être la mienne. Maintenant, elle me semblait comme des trophées dans un jeu. Je n'avais même pas réalisé que je jouais. Je me suis dirigé vers le manteau, les doigts traçant le bord d'un cadre. Le sourire de Camille brillait sur la photo, ses yeux brillants, avec une chaleur qui ressemblait à un coup de poing dans la poitrine. Je voulais croire que cette femme existait encore, que la personne que j'aimais n'était pas juste un masque qu'elle portait. Mais ce soir avait arraché cette illusion. La maison était froide, comme vidée de tout ce qui la rendait si particulière. Je sentais le poids de sa présence dans chaque recoin, son odeur flottant dans l'air comme un fantôme. Chaque pas me semblait une intrusion dans une vie qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Un bruit à l'étage, un craquement de plancher, me fit sursauter. Je fixai l'escalier, m'attendant presque à sa venue. Son visage était calme, sa voix douce. Mais la maison était vide, juste moi et l'écho de 12 années passées à aimer un inconnu. Je m'assis sur le canapé, les coussins trop moelleux, trop familiers. Ma main tremblait tandis que j'essayais de tout assimiler, le sachet dans mon verre, le calcul froid dans sa voix, le soulagement lorsqu'elle apprit que je n'avais pas bu le poison. Mon instinct me criait de courir faire mes valises et de ne jamais me retourner. Mais je ne pouvais pas encore. Catherine méritait de connaître la vérité. C'était ma fille et peu importe à quel point Camille essayait de tirer les ficelles, je ne pouvais pas l'abandonner. Je pensais à son sourire, à la façon dont elle m'avait appelé « papa », même quand elle était devenue trop grande pour ça. Je pensais à la façon dont Camille avait toujours essayé de la façonner, de la modeler à son image. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. La maison était à nous, mais ce n'était plus mon chez-moi. C'était un piège, un endroit construit sur des mensonges et des secrets. Et maintenant que j'avais vu la vérité, je ne pouvais plus faire semblant. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, fixant la rue sombre. Mon reflet me regardait en retour, des yeux hantés, un homme que je reconnaissais à peine. Je n'étais plus la même personne qui était entrée dans ce restaurant ce soir-là dans l'espoir d'un dîner d'anniversaire tranquille. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qui savait de quoi Camille était capable. Et tandis que la nuit s'installait autour de moi, je me suis promis une chose, je ne la laisserai pas gagner. À 1 heure du matin, j'étais encore éveillé, chaque nerf à vif, chaque muscle tendu. Le sommeil était devenu une langue étrangère. Je ne parlais plus. La maison, autrefois un sanctuaire, ressemblait à un piège prêt à se déclencher. J'étais assis dans le salon sombre, la faible lueur d'une lampe de table éclairant les photos encadrées sur les murs, photos de mariage, premier jour d'école de Catherine, vacances en famille qui ressemblaient maintenant à des représentations théâtrales. Le bruit d'une portière de voiture qui se fermait à l'extérieur transperçait la nuit comme une lame. Je tendais l'oreille, tendant l'oreille au moindre signe de problème. Des pas crissaient sur le chemin de gravier, réguliers et posés. Je pensais que c'était Camille qui revenait de l'hôpital, prête à tisser un nouveau tissu de mensonges. Je me levai avec difficulté, martelant une pellicule de sueur sur mes paumes. Un léger coup frappa la porte, 3 coups légers puis le silence.
J'hésitais, les doigts posés sur la poignée. L'obscurité derrière le Judas était vide, un vide béant qui reflétait le creux de mon estomac. Je tournais la poignée, lentement, prête à claquer la porte au premier signe de son parfum. Mais ce n'était pas Camille sur le porche, c'était Bernard. Ses cheveux gris collaient à son front en mèches humides, ses yeux injectés de sang et cernés d'épuisement. Son costume était froissé, une cravate pendait, je vous le demande, autour de son cou. Comme un nœud coulant. Il ressemblait à un homme qui avait vieilli d'une décennie au cours des dernières heures. Il ne dit pas bonjour, il ne fit même pas une salutation polie. Il entra sans demander, fermant la porte derrière lui avec un léger clic qui sonna comme la fin de quelque chose. Je le fixai, la bouche sèche. Bernard, je parvins à briser ma voix en disant ce qu'il disait. Il interrompit son ton. Bas et urgent. Il désigna le canapé comme un général ordonnant à un soldat d'aller au feu. J'obéis, les jambes repliées sous moi comme si elles ne m'appartenaient plus. Bernard se tenait au milieu de la pièce, les mains tremblantes. Il regarda autour de lui, les yeux allant des photos sur le mur à la pile de courrier sur la table basse. Son regard s'attarda sur une photo encadrée de Catherine, 7 ans, souriant avec un sourire béant. Son visage s'adoucit un instant, puis la dureté revint. « Et Camille, dit-il d'une voix rauque. Elle n'est pas celle que tu crois, et Ranatada non plus. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing en pleine poitrine. J'avalai ma salive sèche. Je sais qu'elle a essayé de m'empoisonner ce soir. Dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je la vis glisser quelque chose dans mon verre. Bernard hocha la tête, le visage pâle. Là elle prépare ça depuis des mois, dit-il d'une voix tremblante. Ranata aussi. J'ai d'abord cru que c'était des paroles en l'air, juste des sœurs qui se plaignaient d'argent, de la façon dont tu retenais Camille. Mais ensuite, c'est devenu autre chose, quelque chose de froid. J'ai senti la pièce basculer, les murs se presser. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, demandai-je d'une voix aiguë, avec une peur que je n'avais pas encore complètement cernée. Les yeux de Bernard s'emplirent d'une culpabilité si profonde qu'elle me serra l'estomac. Parce que j'aurais dû les arrêter, dit-il d'une voix brisée. J'aurais dû parler quand ce n'était encore que des mots, mais je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés aller trop loin. Et ce soir, sa voix s'est brisée et il a secoué la tête, les épaules affaissées. Je pense qu'elle t'aurait laissé mourir. Il a continué d'une voix creuse. Elle avait déjà changé les papiers d'assurance. Elle et Ranata ont même parlé de comment faire passer ça pour un accident. Je pensais qu'ils étaient juste en colère. Je ne pensais pas qu'ils le feraient vraiment. Mon esprit tournait. L'air était trop rare, comme si je n'avais pas assez d'oxygène. J'ai repensé à Catherine, à ses yeux brillants, à son rire. Camille avait voulu m'effacer, faire de moi une note de bas de page dans son histoire, et Bernard l'avait su et n'avait rien fait. Tu dois partir ce soir, dit soudain Bernard d'une voix pressante, sors de cette maison. Camille va bientôt rentrer et quand elle le fera, elle saura que tu l'as vu, elle saura que tu n'as pas bu dans ce verre et elle saura que tu es une menace. Je le fixai du regard, les mains tremblantes. Pars et va là où Catherine est à l'école. Je ne peux pas disparaître comme ça. Bernard secoua la tête, le regard désespéré. Catherine n'est pas en danger immédiat. Il dit qu'elle est sortie de la ville. Camille ne peut pas la joindre facilement, mais tu te trouveras ici. Elle finira ce qu'elle a commencé. Ce soir. Mon cœur s'emballa. Le poids de tout s'abattit sur moi, chaque dîner, chaque promesse murmurée, chaque contact qui ressemblait maintenant à un mensonge. Camille avait planifié ma mort comme une transaction commerciale et son père l'avait observé depuis la touche. Bernard fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite enveloppe qu'il me glissa dans la main. Voici tout ce que j'ai rassemblé, courriel, reçu, notes. Ils ont laissé traîner dans la maison. Ce n'est pas suffisant pour la mettre en prison, mais c'est suffisant pour... Faites-la transpirer. Prenez-le, restez en sécurité. J'ai regardé les limites, mes mains tremblantes. Le papier était lourd, comme si cela tenait ma vie à l'intérieur. J'ai rencontré ses yeux à la recherche de quelque chose, remords, amour, regret. Pourquoi m'aider maintenant? J'ai demandé à ma voix. Il détourna les yeux, sa mâchoire se resserrant parce que je vois maintenant ce que je laisse arriver. Il a dit sa voix basse, parce que vous êtes le seul à rester décent dans cette famille et je ne peux pas te regarder mourir de mon silence. Un rire amer a échappé à mes lèvres.
Certain, père, j'ai craché, la colère s'évasant comme un match. Il tressaillit les yeux, fermant brièvement. Je sais qu'il a chuchoté et je suis désolé. Les excuses pendaient entre nous comme une prière. Bernard redressa son visage, durcissant à nouveau. Emballer un sac. Il a dit, espèce, carte de crédit, vêtements, rien qui ne vous lie à cette maison. Je vais la calmer aussi longtemps que possible. Je me levai, mes jambes tremblantes. J'ai besoin de dire à Catherine, dis-je, ma voix se brise. Plus tard, il a insisté, quand il est sûr pour l'instant, croyez-moi, elle viendra vous chercher. J'ai hoché la tête, ma poitrine serrée. Je me tournai vers les escaliers, chaque pas lourd avec le poids de la vie que je laissais derrière. Chaque image sur les murs, chaque bibelot sur les étagères, chacune, un morceau du mensonge que j'avais appelé à la maison. J'ai jeté des vêtements dans un sac embouffé, mes mains se déplaçant comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre, jeans, t-shirt, mon passeport, l'argent que j'avais caché dans le tiroir de la cuisine. Je m'arrêtai par la chambre de Catherine, la porte légèrement, un pot, la couette rose, les animaux en peluche, le monde de ma fille, intact par la trahison de sa mère. Bernard se tenait près de la porte d'entrée quand je suis descendu, son visage, pâle mais déterminé. « Allez », il a dit sa voix ferme, « ne regarde pas en arrière. » Je suis sorti, l'air net dans mes poumons. Je me suis tourné une fois, en regardant la maison qui avait été la mienne, la maison qui m'avait trahi, puis je me suis retiré dans l'obscurité, un étranger dans ma propre vie. Le l'air nocturne était épais, avec un silence qui ressemblait au monde lui-même retenait son souffle. J'ai quitté la maison derrière moi comme une coquille jetée, la lumière du porche brûlant toujours comme une accusation. Chaque pas que j'ai fait en train de faire ce trottoir familier avait l'impression de me libérer d'un mensonge que j'ai construit pendant 12 ans. J'ai conduit sans savoir où j'allais, chaque réverbère tranchant à travers mes pensées comme une lame. La ville était un dédale de souvenirs. Chaque coin tenait quelque chose qui semblait trop familier, trop dangereux. Camille rentrerait finalement à la maison, et elle trouverait l'espace que j'avais laissé derrière, tasse de café vide, couverture à demi pliée, une ombre en forme d'homme à l'endroit où elle espérait m'enterrer. C'est l'instinct qui m'a emmené chez Malik, mon colocataire est la seule personne qui m'avait jamais vu à mon pire et qui est resté. Il avait été le meilleur homme de mon mariage, le parrain de ma fille, la voix à l'autre bout de la ligne, quand j'avais eu trop à boire et trop de regrets. Nous n'avions pas parlé depuis des années, pas depuis que Camille avait tranquillement insisté. Je me concentre sur notre famille, mais certaines personnes sont cousues dans vos os, peu importe combien de temps essaie de les démêler. Son appartement était dans l'ancienne partie de la ville, le genre d'endroit qui avait encore des planchers et des boutons de porte en laiton qui se tournaient avec un grincement tenace. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je me suis assis là en regardant sa fenêtre briller comme une balise dans la nuit. Mes mains tremblaient alors que je pensais à ce que j'allais dire, ce que j'allais demander. J'ai grimpé les escaliers, chacun protestant sous mon poids. J'ai levé la main pour frapper, mais mon souffle a pris. Ouvrirait-il la porte et me verrait-il comme un étranger? Me dirait-il que j'avais fait mon lit et que je devais maintenant mentir? J'ai frappé une fois, 2 fois la porte s'ouvrirait avant de pouvoir perdre mon air. Malik se tenait là avec un t-shirt Threadbare et un pantalon de survêtement, ses cheveux un gâchis de boucles serrées qui avaient toujours défié toute tentative de danger. Ses yeux étalaient grands, le choc de me voir, brut et non filtré. « Un mec » a-t-il dit sa voix, et même vous regarde. J'ai essayé de sourire, mais j'avais l'impression que mon visage pouvait craquer. J'ai géré ma voix mince. Je dois en dire plus, interrompit-il, me tirant dans l'appartement avec une force qui a presque repoussé le souffle de mes poumons. Rentrez. Le salon était petit, encombré de livres et de projets à moitié finis, une guitare cassée, une pile de manuels technologiques, une tasse de café pleine d'épingles. C'était vivant, la façon dont une pièce devrait quand elle vivait. Il a fait un geste pour moi de m'asseoir, puis a disparu dans la cuisine. J'ai entendu le sifflement de la bouilloire, le tintement des tasses. Je ne savais pas que je tremblais jusqu'à ce que je voyais mes mains sous la lumière, les doigts tremblants comme des feuilles dans une tempête. Malik est revenu, mettant une tasse de café noir devant moi. Il s'assit en face de moi, les coudes sur ses genoux, les yeux tranchants. « Parlez-moi » a-t-il dit. Tout ce que les mots m'ont coulé dans une ruée. Et Camille, au restaurant, le paquet de ma boisson, le verre que j'avais changé avec les Ranata, l'ambulance, la confession tardive de Bernard. Chaque détail a dégringolé comme une confession que je n'avais même pas réalisé que j'attendais.
Malik n'a pas clignoté, il a juste écouté. Son visage, un masque de concentration, ses yeux comme un phare dans l'obscurité. Quand j'ai finalement manqué de mots, je me sentais plus léger et plus lourd à la fois. Merde, respira-t-il, se penchant en arrière, il passa une main dans ses cheveux. Elle a vraiment essayé de te tuer. Voué chuchotai-je, le poids de ça s'installe dans ma poitrine et je l'ai laissé se rapprocher. Malik secoua la tête. Mec, ne fais pas ça. Tu ne l'as pas laissé faire quoi que ce soit. Elle t'a joué et tu l'as vu avant qu'il ne soit trop tard. C'est la survie, frère. C'est la force. Ces paroles m'ont frappé comme une bombe. J'avais porté la honte, comme en quelque sorte je méritais ce qu'elle avait fait, mais la voix de Malik était stable, un rappel que parfois la force est de survivre et de m'éloigner. Elle n'a pas fait, j'ai dit, ma voix secoue. Bernard m'a donné ceci. Je suis entendu de ma veste, la planification était douce et warm de mes mains, les courris, les notes, la planification, les bordures sont douces et warm de mes mains. Ce n'est pas suffisant. Tableau. Souriant, ce même sourire qui nous avait fait passer des examens de fin de soirée et de mauvaises ruptures. Oui, découvrez ce qu'elle cache, ce qu'est sa fin de partie, exposez-la, faites-elle jouer à la défense. Pour une fois, ma poitrine s'est resserrée. Elle est dangereuse, Malik. Elle a des liens d'argent. Moi aussi. Il a coupé dur dans sa voix comme de l'acier. Et j'ai quelque chose qu'elle ne fait pas. Je t'ai, l'homme qui la connaît mieux que quiconque. Pour la première fois depuis le dîner, j'ai ressenti un scintillement d'espoir. Malik avait toujours été le combattant, celui qui pouvait prendre les pires nouvelles et la transformer en plan. D'accord, dis-je, ma voix plus stable. Mais par où commencer ? Il se pencha en arrière, croisant les bras. Tout d'abord, nous suivons l'argent. Les femmes comme Camille ne font rien sans un sentier papier. Si elle prévoyait de vous tuer, elle a également planifié son évasion. Comptes offshore, faux nom, quelque chose. J'ai hoché la tête. La pièce clique en place. Nous le trouvons et nous la trouvons. Malik les yeux brillaient exactement, et quand nous le faisons, nous nous assurons qu'elle ne peut plus se cacher derrière ses mensonges. La nuit s'est étendue longtemps, mais pour la première fois, je ne me sentais pas seul. Malik était là, mon ami, mon frère, de toutes les manières qui comptaient. Camille avait essayé de m'enterrer. Mais grâce à Malik, je n'étais pas encore dans le sol et si elle pensait qu'elle pouvait terminer le travail, elle était sur le point de découvrir à quel point elle était fausse. Quoi de nos vies? Mais maintenant, regardant ces dépôts, 1500 $, 0 ici, 10 000 $ là-bas, j'ai ressenti une maladie dans mon intestin. Camille ne prévoyait pas que ma mort. Elle avait construit une nouvelle vie avec lui. Jésus, murmura-je, ma main tremblant alors que j'atteignais la tasse de café que Malik avait placée devant moi. Il était devenu froid, mais je m'en fichais. Combien de temps? Les yeux de Malik étaient nets, sans faille. Le premier paiement était il y a 8 mois. Le dernier a été 3 jours avant votre anniversaire. J'ai essayé de respirer, mais l'air était trop épais. Mon esprit enroulé des souvenirs s'écrasait comme un verre brisé, les regards volés, les textes de fin de nuit qu'elle avait revendiqués étaient du travail, chaque sourire qu'elle lui avait donné sur notre table de dîner pendant que je m'y suis assis inconsciente. Bastard, je crachais, claquant la tasse si fort. Le café a frappé le bord. Elle le payait à ce qui me tue? Malik secoua la tête, peut-être, ou peut-être, pour le garder silencieux. De toute façon, c'est ombragé comme l'enfer. Il a tiré un autre dossier, celui-ci des photos de surveillance granuleuse d'une caméra de sécurité, Camille et Landon, les bras liés, dans un café de Paris, sa tête jetée en riant, Malik, sa main sur sa cuisse comme elle était resserrée jusqu'à ce que je pensais. Dit, Paris, Santorin, vous l'appelez, les 9 yards entiers. Ma femme, non, la femme que je pensais être ma femme, souriant comme si je ne l'avais jamais fait sourire. C'était comme regarder un étranger portant son visage. Et voici le botteur. Malik a déclaré, tirant un fil de messagerie avec le nom de Camille dans le champ scindé. Elle a dit à la compagnie d'assurance d'accélérer le paiement en vigueur immédiatement après le décès. Il fit une pause de voix, allant dur, ta mort. Les mots ressemblaient à des couteaux, chacun s'enfonçant plus profondément. Elle avait planifié tous les détails, le paquet et la boisson, la réclamation d'assurance, l'avenir qu'elle partagerait avec Landon et moi avons presque joué directement dans ses mains.
La main de Malik a atterri sur mon épaule, me mise à la terre. Et, a-t-il dit sa voix basse mais féroce. Vous ne l'avez pas bu. Vous êtes toujours là. Cela signifie que vous avez une chance de riposter. Une résolution froide s'est installée sur moi, durcissant chaque endroit fragile à l'intérieur. Nous devons aller à la police, ai-je dit ma voix, stable. Maintenant. Malik secoua la tête. Nous le ferons, mais en ce moment, tout ce que nous avons, ce sont des enregistrements numériques et un tas de preuves circonstancielles. Camille est intelligente. Elle aura des explications, alignées, des avocats, dans sa poche. J'ai serré ma mâchoire. Puis ce qu'il se pencha, je ne sais pas. Ensuite, nous l'avons frappé là où ça fait mal. Nous trouvons ses comptes, ses plans, sa stratégie de sortie. Nous rassemblons tout, des preuves solides suffisamment pour qu'elle ne puisse pas se tortiller. J'ai hoché la tête, mon esprit course. Elle est déjà en avance sur nous, marmonnai-je. Elle a toujours été. Le sourire de Malik était mince, mais il a atteint ses yeux. Plus, frère. Elle joue depuis trop longtemps à son jeu. Il est temps de retourner la planche. Il a ouvert un nouvel onglet, des doigts survinrent le clavier. Elle a transféré des fonds à l'étranger, a-t-il dit, Cayman Island, Suisse, Singapour. Mais voici la chose, elle est bâclée. Une transaction qu'elle a effectuée le mois dernier a déclenché un drapeau rouge sur une base de données internationale anti-fraude. Nous pouvons l'utiliser, une étincelle d'espoir s'est enflammée dans ma poitrine. Vous pouvez nous faire entrer, il hocha la tête, un sourire d'un requin sur son visage. J'ai des contacts. Nous devrons se déplacer rapidement, mais si elle soupçonne que nous sommes sur elle, elle disparaîtra. Je me penchai en arrière, exhalant lentement. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais comme si je pouvais respirer, comme si j'avais une chance de récupérer ma vie. Merci, dis-je, ma voix brute. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les yeux de Malik se ramollirent. Tu serais mort, a-t-il dit franchement. Mais vous n'êtes pas, et tant que vous êtes en vie, nous avons une chance. J'ai regardé l'écran, le grand livre de la trahison disposé en noir et blanc, les mensonges de Camille, la cupidité de Landon, il était là en attendant d'être utilisé. Ah voyons-la vers le bas, dis-je, ma voix froide comme de l'acier. Le sourire de Malik était sombre, putain. Juste à l'extérieur, le soleil est monté plus haut, jetant la lumière sur les fichiers. Elle n'a jamais voulu que je trouve. La femme que j'adorais était partie, remplacée par un prédateur dans une alliance. Et maintenant j'avais la preuve. J'avais fini d'être sa victime. Il était temps de se battre. L'appel est venu juste l'après-midi. Une bague aiguë qui a traversé le calme exigu de l'appartement de Malik comme une lame. J'étais assis sur son canapé en cuir usé à l'été, une tasse de café tiède qui avait le goût de souvenirs brûlés, le poids de la trahison de Camille qui me pressait à chaque souffle. Malik était allé dans l'arrière-salle pour passer des appels, des contacts, a-t-il dit, qui pourraient nous aider à connecter les points sur les comptes offshore de Camille. Lorsque mon téléphone a vibré, mon estomac a obtenu une seconde. Je pensais que c'était peut-être Camille qui appelle pour faire tourner un autre mensonge, mais le nom à l'écran a fait ma souffle. Le détective Renaud murmure-je, répondant sur le deuxième anneau. Monsieur Duval, dit-elle, sa voix coupée mais pas hostile. J'ai des nouvelles. J'ai senti les murs de l'appartement se rapprocher autour de moi. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, ma voix tremblant. Ranada a repris conscience. Elle a dit qu'elle était assez stable pour parler. Elle a demandé à vous voir. Mon pouls a gâché, un battement de tambour rapide qui était trop rapide pour ma poitrine. Moi pourquoi? Elle dit qu'elle a quelque chose à vous dire. Renaud a dit quelque chose d'important, important. Le mot se sentait lourd, comme s'il était pondéré avec chaque mensonge que Camille ait jamais dit. Je viendrai maintenant, dis-je. Malik poussa la tête au coin de la rue. Ses sourcils tricotent, tout. D'accord. J'ai secoué la tête, posant la tasse de café. Ranatada est éveillée. J'ai dit qu'elle voulait parler. Les yeux de Malik se sont affûtés. C'est celui qui vous a appelé le cas de Charité, non, oui? J'ai marmonné, frottant le pont de mon nez, mais c'est aussi elle qui a failli mourir à cause de moi ou à cause de Camille. Malik a attrapé ses clés du comptoir. Je viens avec toi. Il a dit. Pas question, vous y allez seul. Je n'ai pas discuté.
L'hôpital était un tour de 30 minutes. Cela ressemblait à 30 ans. Je me suis assis sur le siège passager en regardant le monde glisser dans une brume de vert et de gris. Chaque intersection ressemblait à un choix, chaque feu rouge un rappel que le temps s'éteignait. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans le terrain de l'hôpital, Malik s'est garé sous une lampe vacillante. « Tu es bien ?» a-t-il demandé à sa voix stable. J'ai hoché la tête mais le nœud dans ma poitrine a refusé de desserrer. « Ouais, j'ai menti. » L'infirmière de la réception nous a conduits à travers un dédale de couloirs antiseptiques à la chambre de Ranata. Elle avait l'air différente dans le lit d'hôpital, plus petite, son venin habituel, drainé par le cocktail de médicaments qui l'avait maintenue en vie. La couleur était revenue sur ses joues, mais ses yeux étaient sonneurs d'ombre. Son regard s'est tourné vers moi, pointu et connaissant, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu autre chose que le dédain dans ses yeux. J'ai vu la peur, j'ai vu du regret. Marcus elle a croqué sa voix. Une râpe ferma la porte. J'ai jeté un coup d'œil à Malik qui se tenait enraciné par le pied du lit, les bras croisés. « Il reste », ai-je dit. Elle hocha la tête faiblement, se déchire dans ses yeux. D'accord, elle lécha ses lèvres, ses mains tremblantes contre les draps. Je vous ai vu changer les verres. Mon souffle a attelé. Ranada elle secoua la tête. Écoute, Camille me chuchota elle. Avant le dessert, a-t-elle dit. Elle a dit. Il ne passera pas à travers le dessert. Ces paroles ressemblaient à un coup de poing à l'intestin, frappant l'air de mes poumons. Malik marmonna une malédiction sous son souffle. Tu es sûr, ai-je demandé, ma voix tremblant. Elle laissa échapper un rire amer qui s'est dissous en tout. C'est ma sœur, Marcus. Je l'ai vu mentir, je l'ai vu tricher, mais je ne l'ai jamais vu aussi sûr de quoi que ce soit. J'ai pensé. Je pensais que c'était juste un autre de ces jeux. Je ne savais pas. Sa voix s'est brisée, des larmes coulant sur ses joues. Malik se déplaça à ses côtés, son expression s'adoucissant. Dit-il doucement. Tu ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Ranata secoua la tête, ses yeux injectés de sang. J'aurais dû. J'ai vu la façon dont elle vous regarde comme si vous étiez un puzzle qu'elle a déjà résolu. J'aurais dû l'arrêter. J'ai avalé fort. Pourquoi me dire maintenant? Elle serra les yeux, ferme, sa respiration en lambeaux. Parce que je suis presque mort. Parce que j'ai vu à quelle vitesse elle a laissé tomber l'acte, à quelle vitesse elle a commencé à calculer. Elle n'a même pas essayé de me réconforter. Elle vient de passer à autre chose comme si j'étais une erreur. Elle avait besoin de réparer. La pièce était trop petite, l'air trop épais. J'ai essayé de traiter ces mots, mais mes pensées s'en mêlaient comme une corde nouée. Elle est dangereuse, chuchota Ranata. Elle planifie cela depuis des mois, peut-être des années. Je l'ai entendu parler du paiement de l'assurance. À propos de la nouvelle vie qu'elle aurait une fois que vous étiez parti, a-t-elle dit, elle serait libre. J'ai senti mon estomac se jaillir. Les fichiers que Malik avait trouvés, les enregistrements bancaires, les emails étaient réels. Mais c'était différent. C'était la propre sœur de Camille, admettant qu'elle avait entendu le plan des lèvres de Camille. Souhaitez-vous en témoigner? Demanda Malik, sa voix calme mais urgente. Ranata hésita, ses doigts tournant la feuille d'hôpital. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés et terrifiés. Elle viendra pour moi si je le fais. Elle est capable de quoi que ce soit. Malik se pencha en avant, sa voix basse et même. Et elle s'en tirera si vous ne faites pas taire. Les larmes de Ranata sont tombées sur l'oreiller, assombrissant le tissu comme une tache. Enfin, elle hocha la tête, je vais le faire, chuchota-t-elle. Je vais leur dire tout. Le soulagement a inondé ma poitrine, mais il a été bordé d'une effrayante froide et amère. Camille n'irait pas tranquillement, elle se battait, elle mentirait et elle ferait tout ce qu'il fallait pour protéger la vie qu'elle avait construite sur mes os. Malik applaudit une main sur mon épaule. C'est tout, frère, dit-il, nous l'avons. Le hall, l'affaire a été différente, chargée, nous l'avons dit. Même avec l'assurance de Malik que nous l'avions maintenant, mon esprit dilatait de toutes les façons possibles que Camille pouvait se débarrasser de cela, chaque chemin qu'elle avait cartographié dans son sens de survie tordue. Camille ne couvrait pas seulement ses traces, elle a brûlé la forêt au sol et a planté de nouvelles graines. Au lever du soleil, je faisais ardente le salon de Malik, mon cœur faisant un rythme sombre. Cela m'a rappelé à quel point j'avais la mort de mourir.
Malik m'a tendu un café frais, noir, pas de sucre, exactement comment je l'ai aimé et a ouvert son ordinateur portable. Elle court, a-t-il dit, les yeux passant sur un écran plein de bûches de navires et de rapports sur les douanes qu'il avait tirés d'un coin sombre d'Internet. J'ai appelé en faveur, Bernard. Que Dieu bénisse sa conscience coupable. Passez-moi le nom du yacht. Après avoir répété le mot lourd sur ma langue. Cela semblait si décontracté, si glib, comme le plan entier de Camille pour me tuer n'avait été qu'une note de bas de page dans sa vie parfaite. Le visage de Malik, assombri, inscrit sous une société Shell à Monaco, est sorti de la marina locale il y a 2 jours juste après que Ranatada a atterri à l'hôpital. J'ai ressenti une touche malade dans mon instinct. Elle n'a même pas attendu que Ranata meure. Elle n'avait pas à le faire. Malik a dit, pour autant qu'elle savait que vous étiez encore dans l'obscurité. Elle a probablement pensé qu'elle pourrait lisser les choses si vous viviez. Appelez cela un accident, disons que c'était un mauvais lot de vin. Et Landon ? J'ai demandé pendant que dans ma gorge, les doigts de Malik se sont battus sur l'ordinateur portable. Et il est avec elle, a-t-il confirmé. Les SMS entrent sur le téléphone du brûleur. Il est son ombre depuis la nuit que vous l'avez attrapé. J'ai serré ma mâchoire. Alors ils sont ensemble au point. Bon, les yeux de Malik s'écarquillèrent. Bon au point. Ouais, j'ai dit un siffloir bas et froid. Parce que vous apprenez, il a tout de marqué, nous avons même fait la garde-côte. Ils intercepteront le yacht, 15 milles au large, 15 milles proche pour qu'elle pensait qu'elle était en sécurité. Allons-y, j'ai dit ma voix. Sourire écharpe comme une lame. Enfer oui, le trajet vers la marina était un flou d'air de sel et de fureur brûlante. Chaque mile ressemblait à un compte à rebours. Les contacts de Malik nous avaient donné le numéro de glissement, un bateau charter avec une étiquette gouvernementale. Nous sommes montés en silence, le bourdonnement des moteurs remplissant l'air d'une vibration tendue qui correspondait à la mienne. Le capitaine de la garde côtière était jeune mais se portait comme s'il en avait vu assez. Il m'a rencontré une poignée de main et un regard régulier. Vous êtes sûr à ce sujet, monsieur ? Une fois sur ce yacht, c'est tout ou rien. J'ai hoché la tête, la tondeuse dans ma main trahissant la guerre en moi. Elle a essayé de me tuer. J'ai dit qu'elle allait le faire à quelqu'un d'autre si nous ne l'arrêtions pas. Il applaudit une main sur mon épaule, un poids solide qui m'a ancré. Alors récupérons votre vie. L'eau se retourna sous la coque, des vagues roulant dans des battements stables et implacables. J'ai regardé l'horizon, imaginant la réflexion après coup, Camille rire résonnant sur le pont. Vaisselle en vue, le capitaine a appelé. Ma poitrine se resserra. Le yacht était une forme blanche élégante contre le bleu. Son nom peint sur le côté et le script si joli qu'il m'a donné envie de le déchirer, la lettre par lettre. Déplacez-vous. La main levée pour protéger ses yeux. Froid et reptilien. Elle atteignit le bras de Landon, sa bouche se déplaçant rapidement, des mots que je ne pouvais pas entendre. Il la regarda, puis nous, la panique saignant dans son bronzage. Déplacement, le capitaine aboya. Un coupeur de la garde côtière a balancé dans l'équipe d'embarquement, sautant sur le yacht comme des prédateurs. J'ai regardé depuis notre pont, mes mains serrées si serrées. Ils blessent. Ils les ont trouvés dans la cabine. Camille a essayé de parler de son chemin. Bien sûr, elle l'a fait. Elle avait toujours été la meilleure menteur de la pièce. Mais l'officier de la garde côtière a tenu un téléphone avec des SMS mis à nu, chaque plan énoncé, chaque dollar transféré. J'ai regardé son visage tomber, une ruine lente qui aurait brisé mon cœur une fois. Maintenant, c'était comme regarder un masque glisser, révélant l'étranger en dessous. Marcus, cria-t-elle, sa voix est-elle stricte et craquetée. Marcus, je peux expliquer. J'ai rencontré son regard, le dernier morceau de ma vieille vie se brise. Non, dis-je. Je pense que vous avez suffisamment expliqué. Landon a tenté de boulonner un instinct en forme de rat qui a commencé lorsque le navire a commencé à couler, mais les policiers l'ont attrapé avant d'atteindre le pont. Il maudit son visage rouge de fureur et de peur. Mais je savais aussi que le combat n'était pas terminé parce que, alors que Camille aurait pu être en détention, les dégâts qu'elle avait causés prendraient une vie à réparer et Catherine, ma fille, était maintenant la seule chose qui comptait. Le trajet en voiture vers le dortoir de Catherine était un flou de réverbères et d'épuisement. Chaque kilomètre ressemblait à un pari. Le poison de Camille l'aurait-elle atteinte maintenant ? Cachée dans un câlin ou un appel téléphonique ?
Malik a conduit comme un homme en mission, sa mâchoire serrée, ses yeux sculant la route comme si Camille elle-même pouvait sauter de l'ombre. Je me suis assis sur le siège passager, mon cœur battant à chaque tour des pneus. Lorsque nous nous sommes arrêtés, le campus était silencieux, les sentiers éclairés par de faibles piscines de lumière jaune. Cela ressemblait à un monde différent de celui que je vivais, celui où la plus grande inquiétude d'un père devrait être des frais de scolarité ou des notes, et non la possibilité que sa fille ait été marquée pour manipulation par sa propre mère. Malik a tué le moteur et s'est tourné vers moi, sa voix, calme mais urgente, « Tu es prêt pour ça ?» J'ai hoché la tête, même si ma gorge était comme du papier de verre. Je dois l'être. Nous avons grimpé les marches de son bâtiment, le froid de la soirée, de l'air tranchant sur ma peau. Je pouvais entendre mon pouls. Dans mes oreilles, un battement de tambour constant qui a fait se sentir comme une vie. J'ai frappé à sa porte, chaque robinet résonnant comme une question à laquelle je ne voulais pas répondre. Catherine ouvrit la porte avec un sourire qui m'a presque défait 18 ans, brillant avec le même menton obstiné qu'elle avait hérité de moi. Elle portait un sweat à capuche gris avec la crête de l'université et ses cheveux tirés en queue de cheval en désordre. « Papa » s'exclama-t-elle, me tirant dans un câlin. Pendant une seconde, le monde se sentait normal, ses bras autour de mon cou, sa voix éclairante et chaude. Mais ensuite je me suis retiré et j'ai vu la confusion dans ses yeux. « Et que se passe-t-il ? Pourquoi n'avez-vous pas appelé ?» Malik est entré à l'intérieur, fermant la porte derrière nous. J'ai pris une respiration qui avait l'impression de déchirer mes poumons. « Et Catherine, dis-je, ma voix tremblant. J'ai besoin que vous vous asseyiez. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Elle fronça les sourcils mais obéissait, se perchant au bord de son lit comme un oiseau prêt à prendre son envol. « Papa, tu me fais peur », je me suis assis en face d'elle. Chaque mot de pierre que je devais soulever. « Il s'agit de ta mère. » Ses yeux s'écarquillèrent, la peur clignote sur son visage. « Maman, qu'est-il arrivé ? Est-ce qu'elle va bien ?» J'ai secoué la tête. Le poids de celui-ci presque trop. « Non, Catherine, elle l'est. Elle nous a menti. Elle a planifié des choses terribles. » Sa bouche s'ouvrit mais aucun mot n'est sorti. Malik s'est déplacé à côté de moi, sa présence solide et à la terre. « Ta mère a essayé de me tuer », j'ai dit les mots en grattant la gorge crue. Elle voulait l'assurance, l'argent, la maison, tout. Elle a presque réussi. Le visage de Catherine s'effondre, se déchire dans ses yeux. « Non », chuchota-t-elle, secouant la tête. « Non, ce n'est pas vrai. » « C'est, dis-je doucement, mes propres larmes brouillant les bords de la pièce. Elle m'aurait laissé mourir, Catherine, puis elle vous aurait utilisé, votre nom, votre confiance, pour terminer ce qu'elle a commencé. » Elle couvrit sa bouche, sanglots qui pliant son corps. « Non, elle a pleuré. Non, elle ne le ferait pas. Elle nous aime. » J'ai tendu à travers et j'ai pris sa main, le tenant fermement. Je le pensais aussi. J'ai chuchoté pendant 12 ans. Je croyais en elle, mais j'avais tort et je ne peux pas la laisser vous blesser. Malik s'avança, sa voix douce mais ferme. Votre père a l'épreuve. Il ne ment pas. Votre mère a été arrêtée. Elle ne peut pas te blesser maintenant. Sobette de Catherine ralentit, sa respiration en lambeaux. Elle me regarda avec des yeux trop vieux pour 18 ans. Elle vous aurait laissé mourir. Oui, j'ai encore dit mon déchirant, et elle vous aurait utilisé comme un pion pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais tu n'es pas un pion, Catherine. Tu es ma fille. Vous êtes fort et vous méritez la vérité. Elle ferma les yeux, une seule larme glissant sur sa joue. Et que faisons-nous maintenant, murmura-t-elle. J'ai serré sa main. Nous avançons, ai-je dit. Ensemble, plus de mensonges. Elle hocha la tête lentement et à ce moment-là, j'ai vu sa force, l'acier qu'elle avait hérité de moi. Camille avait essayé de l'utiliser, mais Catherine n'était pas un pion, elle était une reine, et ensemble, nous reconstruisions la vie que Camille avait essayé de voler.